Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de cette émission. Il y a des soirs comme ça sur cette station, sur France Maghreb 2. Notre invité est l'auteur d'un ouvrage qui est sorti hier, il est intitulé « Les musulmans dans l'histoire de France ». J'avais fait une publication sur les réseaux sociaux, donc je pense que vous connaissez déjà la thématique de l'ouvrage. Cela contribuera également à mieux nous connaître, nous, les arabo-berbéro-musulmans de France, parce que ce livre apporte un éclairage particulier sur l'apport des musulmans à la France depuis des siècles, je dirais même 13 siècles aujourd'hui. Évidemment, cela est vérifié, vérifiable et évidemment constructif. Alors sur le plateau, pour m'accompagner, j'ai mon ami Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Fawzi, bonsoir Jamal. Et je présente notre invité. Il s'agit de Jamal El-Hamri, qui est donc historien. Il va nous parler de son ouvrage. Ma première question découle de source. D'où est venue l'idée de t'atteler à un tel ouvrage? Parce que la quantité de travail que tu as dû abattre est énorme au vu des informations qu'on découvre dans le livre. Alors bonsoir à tous nos auditeurs. Merci Fawzi, merci Mohamed pour cette invitation. Alors il y a deux grandes sources d'inspiration. La première, elle est en France, c'est le travail de Mohamed Harkoun. En 2005, où avec aux éditions Albin Michel, il co-dirige un ouvrage qui réunit 70 spécialistes, 70 universitaires, où on retrace 13 siècles d'histoire. L'islam et les musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours. Donc c'est une encyclopédie, voilà, plus de 1200 pages. Donc ça, c'est effectivement, il y avait un travail qui a été fait en France. Ensuite, il y a aux États-Unis également. La communauté musulmane, c'est vrai qu'elle est un petit peu différente de la communauté musulmane en France, c'est qu'elle se prend en main sur la dimension communautaire, d'autonomie, l'importance de la narration. C'est quelque chose de très important aux États-Unis. Donc je me suis aussi inspiré en rencontrant également en allant dans un séjour aux États-Unis, où on a pu rencontrer un petit peu les cadres de la communauté musulmane du côté de Washington, du côté de New York également. Et là on voit effectivement des gens qui racontent, qui ont osé raconter un petit peu l'histoire des musulmans aux États-Unis, même avec un aplomb qui était un peu déconcertant. Je me souviens de certains universitaires qui remettaient même en cause la découverte des États-Unis par Christophe Colomb, mais de manière sourcée, donc avec un travail sérieux, et en même temps, voilà, avec une démarche aussi, communautaire. Nous devons être capables de nous raconter nous-mêmes. Alors, pour développer le sujet, je vais rappeler déjà que tu es historien, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais tu es également chercheur associé à l'ICP Paris, et par ailleurs, tu es aussi commissaire d'exposition. Comment est-ce que tu as commencé à travailler pour écrire cet ouvrage? Ça s'est fait vraiment... alors, c'était pas prévu. J'aurais jamais imaginé que 10 ans plus tard, je me retrouve avec vous pour faire une émission pour parler de cet ouvrage. Moi, là-bas, j'étais historien, mais plus spécialiste de la civilisation musulmane. Je me suis aussi également spécialisé dans ce qu'on appelle la pensée islamique, classique et contemporaine, et notamment autour de quelqu'un que tu apprécies, je sais, Fawzi, Malek Benabi. Oui. Donc, cette démarche, elle est sur lequel j'ai écrit. Et en fait, si tu veux, dans le cadre de conférences que je pouvais avoir à l'université ou que je pouvais avoir même dans les mosquées, parce que je suis très à l'aise moi dans ces deux publics, et je pense qu'aujourd'hui on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui il y a besoin d'universitaires français de confession musulmane qui puissent être aussi à l'aise à l'université que dans une mosquée. C'est très très important, il y a un enjeu qui est très important. Et dans ce cadre-là, dans mes différentes conférences, que ce soit dans un public communautaire musulman, que ce soit dans le cadre de conférences interreligieuses ou universitaires, j'avais l'habitude de... L'ouvrage de Mohamed Harkoun, je l'avais lu il y a très longtemps, et donc je citais des petites anecdotes, plus ou moins croustillantes, tout aussi croustillantes les unes que les autres, et je voyais que ça avait un effet chez le public. D'ailleurs, quel que soit le public. Et il y avait une vertu qui m'a un petit peu mis aussi la puce à l'oreille, c'est une vertu iconoclaste. Ça venait casser des images
d'un certain nombre de personnes dans mon public, jeunes, moins jeunes, confession musulmane ou non, croyants ou non, hommes, femmes. Là, je me suis dit, au fur et à mesure, plus on avançait, plus je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur cette histoire-là. L'année 2015 est arrivée. Et alors que normalement, en tant qu'islamologue, on aurait peut-être été un petit peu dans le sens du vent en pensant que voilà, il aurait été peut-être facile à dire à cette époque-là, en 2015, que si ils se sont radicalisés par l'islam, c'était la pensée dominante à cette époque-là. Il faut rappeler 2015 ce qui s'est passé avec les deux attentats. Voilà, c'est ça. Donc à la fois Charlie Hebdo et plus tard le Bataclan. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'intime conviction qu'il faut prendre là où tout le monde voit de la haine, moi j'y vois un manque d'amour. Et j'ai cette intuition que je vais avoir à ce moment-là, c'est de dire qu'il faut prendre vraiment le contre-pied de toutes les démarches que l'on voit. Démarche frontale de lutter contre la radicalisation. Si on fait un bilan sur les 8 dernières années, on voit que ça n'a pas donné grand-chose. En revanche, quand on voit des jeunes français qui, au nom d'une idéologie terroriste, qui instrumentalisent une aussi belle religion que l'islam, en sont capables, alors qu'ils ont été formés à l'école de l'éducation nationale, à l'école de la République, de se retourner contre leur propre pays, c'est qu'il y a un manque d'amour. C'est qu'il y a un manque d'amour. Et donc, je me pose la question, c'est l'intuition de départ, c'est de dire, il y a un manque d'amour, et s'il y a un manque d'amour, c'est que dans ce roman national, on a exclu des gens. Allez, je vous le rappelle, nous sommes ce soir avec Jamal El-Hemri qui vient de nous présenter son ouvrage qui est sorti hier et intitulé « Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière ». Alors, j'aimerais préciser que c'est un ouvrage qui est dense en termes d'informations, de découvertes. Moi, j'ai appris plein de choses en lisant cet ouvrage. Il est segmenté en plusieurs chapitres qu'on va développer tout au long de cette émission. Mohamed Koussa est avec nous également sur le plateau et je le rappelle, c'est le champion du monde de lecture. L'ancien. Maintenant, c'est Farid Moulgada de l'académie, mais c'est plus moi, tu vois ça. Mais c'est ton élève. C'est pas mon élève, c'est un collègue. On est enseignants tous les deux. Il a appris avec moi, mais il avait déjà. J'aime pas dire c'est mon élève. Ça fait je suis pas un professeur de karaté ou tu vois, c'est mon élève. Moi, j'ai une question à poser à Jamel. Jamal, exactement. Sur l'aspect du travail historique. C'est quelque chose de très important. Le Fawzi disait que le livre est très dense, il est très bien écrit, c'est pédagogique. On a une rétrospective c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, mais je trouve que c'est un livre qui est absolument nécessaire pour les musulmans et les non-musulmans. C'est vraiment un livre. Moi qui suis enseignant, on est collègues quelque part. Tu enseignes toujours d'ailleurs ? J'enseigne toujours. Voilà, j'ai enseigné pendant des années. L'islam fait partie du programme scolaire. Les professeurs sont extrêmement mal formés sur la question. Et on avait besoin de quelque chose comme ça, un type d'ouvrage comme celui-là, pour pouvoir réconcilier les gens avec la question de l'islam et son enseignement dans l'éducation nationale. Et justement, moi, ma question, c'est que ça a apporté la dimension historique, en fait, et le travail d'historien, le domaine de l'histoire, qu'est-ce qu'il peut apporter par rapport à d'autres sciences humaines qui pourraient aussi décrire le phénomène de l'islam. Ouais, j'ai envie de dire spontanément l'apaisement. L'histoire, c'est le temps long. On n'est pas dans le temps médiatique, le court terme, le court-termisme où il faut se positionner sur n'importe quelle polémique. Tout le contraire de notre époque actuelle. Complètement. Où là, il faut réagir, faut tweeter plus vite que son ombre même. Donc c'est un livre d'histoire, c'est déjà se poser. Se reposer aussi de ce temps et cette tempête médiatique, et c'est être capable d'écrire finalement une histoire dans laquelle finalement chacun peut se retrouver. L'histoire s'écrit avec des faits historiques vérifiables, et on est dans un temps long, un temps davantage civilisationnel, mais qui nous permet effectivement aussi de comprendre notre histoire actuelle en France, et également pourquoi en France l'islam peut être perçu comme un problème. Alors qu'en vérité, on se rend compte que l'islam et les musulmans, j'ose le mot, sont constitutifs de l'identité française et européenne.
C'est-à-dire que sans l'islam et sans les musulmans, sans doute que la cohésion même au sein des pays européens, entre les Saxons, entre les Ibères, entre les Romains, les Germains, n'aurait sans doute pas pu se faire. C'était l'autre auquel nous ne voulons pas ressembler. C'était l'autre qui était une civilisation au moment où nous étions dans un Moyen-Âge considéré comme un âge sombre. Et donc il y a un moment donné, il y a cette relation qui se fait avec ce monde musulman, qui est un sparring partner civilisationnel. Et ça, on ne rend pas assez compte de cette importance-là. Et tu parlais tout à l'heure de l'éducation nationale, tu es enseignant. Comment se fait-il ? On a parlé des attentats de 2015. 10 ans avant, on a cet ouvrage monumental de l'émir de Mohamed Harkoun et de 70 universitaires et des éditions Albin Michel à qui je rends hommage. Comment se fait-il que ça n'est pas descendu, que le travail universitaire n'est pas redescendu au niveau des enseignements et n'a pas intégré dans un ensemble cohérent les programmes de l'éducation nationale? Et là, il y a une responsabilité historique. On ne peut pas se réveiller puis après dire voilà, c'est de la faute de l'islam, c'est de la faute de ceci. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le savoir universitaire en 2005, comment se fait-il qu'il n'a pas été transmis? Aujourd'hui, on a des éléments, mais ils sont trop éparpillés. Il n'y a pas d'ensemble cohérent. Et donc aujourd'hui, il y a encore des franges dans la société française qui ne se sentent pas représentées. Si vous posez la question, d'ailleurs, cette démarche, j'aimerais l'inscrire aussi dans une économie beaucoup plus globale. Aujourd'hui, les Noirs, les Français noirs font ce travail également d'histoire par rapport à l'esclavage. Les régions françaises, allez voir du côté de l'Occitanie. Aujourd'hui, nous en France, dans le roman national, c'est la bataille de Poitiers, la mère des grandes batailles. Allez poser la question à un historien en Occitanie, vous dira non, c'est la première bataille, et ils ont raison, c'est la bataille de Toulouse qui stoppe vraiment l'élan des musulmans, pas la bataille de Poitiers. Et donc, il y a un certain nombre de franges dans la société qui essayent de dire que ce roman national qui a été forgé à la fin du 19e siècle, dans une France qui voulait, dans la Troisième République, tout centralisé, et à une époque également où la France était une puissance coloniale, qui a plein d'histoires qui ont été laissées à la marge, avec une violence aujourd'hui, parce que l'histoire est violente quand on l'écrit, parce que elle est violente face à tout ce que l'on laisse de côté. Bien sûr. Et toi, en tant que musulman et historien, donc c'est-à-dire il y a l'aspect de la foi qui rentre en ligne de compte, et on sait en tant que croyant que ça peut parfois donner des idées, des orientations. Comment tu as pu écrire ce livre en essayant d'avoir un travail objectif du point de vue de l'historien que tu es, et en même temps te sentir à l'aise avec ton identité de musulman? Alors, pour nos auditeurs, moi je suis très à l'aise avec toutes mes identités. T'es pas schizophrène. Pas schizophrène, et c'est en tant que croyant, j'estime que c'est une richesse, et en tant que citoyen, je suis très bien dans mes baskets. Donc, par rapport à mes deux grandes identités que parfois on essaye d'opposer, moi je les vis très bien. Et je pense que c'est parce que je les vis bien que j'écris ce livre. Je le pense vraiment. Et c'est parce que également mon rapport à la foi et à la spiritualité fait qu'on dépasse les contingences. Tous ces débats que l'on voit, c'est beaucoup d'horizontalité. Notre foi, il n'y a pas que l'horizontalité, il y a aussi la verticalité. Et parfois, il faut sortir un peu de cette mêlée-là. Répondre à Zemmour, répondre à un tel, répondre ceci. On passe notre vie à répondre. À se justifier. Et moi, pour la première fois, peut-être dans ma vie aussi, j'ai voulu écrire quelque chose pour. Et ce livre-là, je suis nourri par ma foi, mais je l'écris pour la France. Je l'écris vraiment pour la France. Et ça, j'aimerais dire ça aussi à nos coreligionnaires. Cessez d'être complexé par rapport au fait de dire ce que la France doit être. Je le vois dans l'histoire de France, je le vois sur la laïcité, et combien de nos coreligionnaires disent, des Français musulmans qui sont Français à part entière, qui vont dire mais la laïcité c'est pas ça. Moi j'aimerais qu'on inverse un petit peu la perspective et dire mais la laïcité c'est ça. Et que ce soit peut-être les autres qui aiment les polémiques de se justifier. Il faut inverser les choses. Aujourd'hui, là nous parlons des musulmans dans l'histoire de France, mais mon livre de demain c'est l'histoire de France. Et avec tout ce que je suis. Et je pense que chacun, et là c'est un message que j'adresse à tous les Français musulmans, dans vos domaines,
cherchez à être les meilleurs. Et dans vos domaines, essayez de comprendre la logique qui fait. Vous êtes historien, comprenez la logique, bien évidemment, comprenez la quintessence de l'histoire de votre pays. Mais si vous êtes un investisseur également, comprenez également l'histoire économique de votre pays. Que chacun comprenne de là où il est, finalement, ce qui fait la France. C'est aussi comme ça que l'on fait souche, sans forcément répondre à des injonctions d'être plus français que le français. Autre question, Mohamed? Non, si oui. Alors, je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, nous sommes avec Jamal El-Hamri qui vient présenter son ouvrage qui est sorti hier et il est intitulé Les musulmans dans l'histoire de France. C'est un très bel ouvrage que je vous recommande vraiment. Il est aux éditions AFPI. C'est sourcé, il y a plein de références historiques, des références aussi militaires, des batailles, etc. De toute façon, c'est ce que nous allons développer. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, disons que tu as divisé le livre en plusieurs chapitres. Le premier va de l'an 711 à 1492 et tu l'as intitulé Période médiévale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période? Alors toi, tu commences à 711, c'est-à-dire que c'est la date où Tariq ibn Ziyad, le berbère musulman, traverse ou attaque l'Espagne. Mais en fait, ce que nous, on ne savait pas, c'est que Ibn Nusayr n'avait pas la même vision et l'émir de Damas ne semblait pas vouloir attaquer de la même manière. Mais l'attaque est là. Le résultat positif de Tariq ibn Ziyad va peut-être chatouiller quelques-uns et exciter un petit peu leur jalousie. Je te laisse développer. Alors, on est vraiment dans une période où effectivement les musulmans ont déjà du mal avec le Maghreb. Face à toutes ces qui vont d'ailleurs davantage accepter l'islamisation que l'arabisation. C'est aussi important de rappeler aussi que l'islam est d'abord plus facilement accepté que la domination des Arabes. Ensuite, il y a forcément un élan civilisationnel. Il faut comprendre que l'islam a cette particularité par rapport au christianisme et au judaïsme d'être une religion portée par une civilisation arabe dès le départ, en fait. On a une cohésion autour de l'islam, mais elle est portée par une cohésion arabe. L'islam renforce cette cohésion arabe, mais la cohésion arabe renforce également l'islam. Et si on reprend Ibn Khaldoun, toutes ces cohésions-là, quand elles vont dans des territoires où il y a moins de cohésion, finalement, elles finissent par dominer. Et la question se pose à un moment donné en 711 face aux Visigoths qui maltraitaient les populations de l'Espagne et du Portugal. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la fulgurance. Ils traversent 1200 kilomètres en 3 ans. Parce qu'en 715, on a déjà des traces de la présence des musulmans qui traversent les Pyrénées et qui arrivent dans la région de la Catalogne déjà. Donc on peut pas. C'est aussi de cette manière qu'on explique également la fulgurance finalement de cette civilisation, de ces combattants qui vont investir des nouveaux territoires. On découvre l'islam, on découvre des musulmans. Il y a une domination arabe. Cette domination arabe, elle est aussi permise, parce que les Arabes étaient en minorité, grâce à cette rasabiya, cet esprit de corps berbère, et ils s'installent. Et c'est ce mélange-là qui va arriver dans le sud de la France à partir de 715. Et 719-720, on a un premier émirat musulman dans le territoire de la Gaule, qui est le territoire français. De Narbonne. De Narbonne, exactement. Ouais. Et l'émirat de Narbonne n'est pas limité uniquement à la ville de Narbonne, mais il va bien au-delà. Alors il y a la bataille de Poitiers qui va à un moment donné bloquer les musulmans dans la région de Bordeaux, mais ils vont se développer au niveau de Nîmes, Carcassonne, Montpellier, et ils vont presque Toulon, ils vont remonter le couloir rhodanien jusqu'à Lyon et on dit même jusqu'à Sens, Autun, donc à peine 200 km de Paris, ce qui est énorme. Donc ce qui veut bien dire que les musulmans, quand ils arrivent, il y a une force. Et cette force-là, et ça on en parle très peu, et vraiment j'essaye en tout cas d'en parler dans mes conférences et dans les émissions, c'est que cet appel d'air que les musulmans vont créer, en venant ici, les populations européennes, notamment en Gaule, vont se tourner vers l'esprit de corps le plus puissant à ce moment-là, qui étaient les Francs, qui n'étaient pas présents dans toute la France.
et qui avait un vieux rêve, celui d'arriver jusqu'en Méditerranée. Et donc, il va y avoir une cohésion qui va se faire contre les musulmans à ce moment-là, entre les Francs et les Aquitains, qui, à la base, ne pouvaient pas s'encadrer. Mais un ennemi commun recréait de la cohésion. Ouais. Exactement. Et donc, ça, c'est déjà un premier rapport énorme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les musulmans qui viennent, il n'y a pas la nécessité pour les Aquitains de faire appel. Eux d'Aquitaine, il ne fait pas appel à Charles Martel, son ennemi juré. Mais il fait appel parce qu'il y a une force irrésistible qui arrive du sud. Et donc, le premier grand apport, il est là. C'est qu'on crée une cohésion ethnique, identitaire, religieuse avec le catholicisme, parce que les Francs défendent le catholicisme dans le territoire qui est déjà un peu celui de la France que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est un apport majeur. On va s'arrêter pour de la publicité et on revient juste derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et de retour avec notre invité, il s'agit de Jamal El-Hamri qui vient nous parler de son ouvrage sorti hier et intitulé « Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière ». Et oui, qu'elle est singulière. Alors au départ, les musulmans dans l'émirat de Narbonne, je vais provoquer un petit peu, mais à cette époque-là, est-ce que c'était exclusivement des soldats, exclusivement des arabo-berbéros, ou alors est-ce qu'il y avait des conversions, des commerçants ou même des civils, j'allais dire. Conversion à ce moment-là, surtout des gens qui payent l'impôt. Hein. Donc voilà, beaucoup de familles berbères, quelques familles également arabes. Voilà, on a Ibn Hazm, le grand philosophe andalou, parle du clan Bajila, donc une grande famille qui venait. Donc on n'est pas uniquement dans une garnison de militaires qui viennent et qui s'installent. Les gens viennent avec leur famille. D'accord. Voilà. Mohamed, peut-être une question? Oui. Alors le livre, il est découpé en période historique, oui. Donc de 711, donc un peu moins d'un siècle après la mort du prophète. Ensuite, jusqu'à 1492, à la fin, c'est la fin du Moyen-Âge, on rentre dans l'époque moderne, et c'est découpé avec les principaux découpages historiques. Dans cette première période, par exemple, il y a le 1492. Et la plupart du temps, cette date-là, elle est connotée pour civilisationnellement la découverte de l'Amérique. Mais j'ai l'impression qu'on ne mesure pas, enfin c'est pas une impression, hein, on ne mesure pas la portée de la chute de Grenade en tant qu'événement historique et civilisationnel. Et la question, ce serait les choix qui sont faits dans les dates, les événements, dans le roman, dans un roman national, c'est important. Et pourquoi je sais pas, moi je sais pas, c'est pour ça qu'on pose la question. Ce type d'événement n'est pas mis en valeur. Pourquoi en fait? Et ça sert à quoi? Alors que ça pourrait apaiser beaucoup de situations, ça pourrait faire comprendre mieux le monde. Alors, c'est vrai que je me suis arrêté à 1492, j'aurais pu m'arrêter à 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Mais j'ai préféré la date de 1492 parce que pour moi elle est symbolique et c'est vrai que les historiens n'en parlent très peu. Malheureusement, la conception de l'histoire à l'université fait qu'on peut pas non plus aller trop loin dans le registre de la spiritualité. Mais ici on peut se permettre, donc je vais en profiter. Pour moi, une des raisons qui fait que 1492 on découvre l'Amérique, c'est qu'on veut contourner le monde musulman comme monde intermédiaire entre l'Asie et l'Europe. D'accord. Et à partir du moment où vous le faites, l'Europe, après si on se fait un peu, si on parle de la modernité, autant sur le plan métaphysique, on voit que c'est aussi à ce moment-là où l'Europe, effectivement, découvre le monde, s'enrichit, mais sur le plan matériel à une vitesse énorme. Elle commence à maîtriser les routes commerciales, et donc le monde musulman s'appauvrit. Mais parce que le monde musulman s'appauvrit, qui ne joue plus le rôle un petit peu de sparring partner civilisationnel, l'Europe se perd également sur le plan identitaire. Là, ce que je vous dis, ça, vous l'entendrez pas chez les historiens. Ouais. Mais pour moi, c'est ma conviction profonde qu'à partir de 1492, c'est à la fois la découverte de l'Amérique, c'est à la fois la chute du dernier émirat musulman à Grenade. Et les dates pour moi sont importantes. Et il y a des tournants comme ça, il y a des dates qui marqueront l'histoire. 1492 en fait partie. Et à ce moment-là, vous avez donc Christophe Colomb, il veut découvrir les Indes par l'ouest. Mais
il veut s'éloigner de qui? Du monde musulman. Les Portugais, ils passent par l'Afrique, qu'ils ne connaissaient pas pourquoi, pour contourner les routes du monde musulman. Et en faisant cela, il n'y a plus ce sparring partner musulman en face, cette émulation, cette rivalité qui tire vers le haut. Et là, l'Europe, petit à petit, n'a plus son sparring partner. Et vous remarquerez que c'est aussi à ce moment-là qu'en Europe, on commence à se détacher du christianisme. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Alors, tu relates aussi, tu évoques les relations très amicales entre Haroun al-Rachid et Charlemagne, qui étaient de grands souverains à leur époque. Il y avait déjà des relations qui arrangeaient et Charlemagne et Haroun al-Rachid. Pour les uns, il fallait combattre les Omeyyades, et pour l'autre, il fallait combattre les Germains, me semble-t-il, ou les Byzantins. Les Byzantins. Et plus loin dans l'histoire, tu m'as parlé de l'alliance franco-ottomane. Oui. Et ça, c'est très important aussi dans ton livre. En fait, ça traverse l'ensemble de l'ouvrage. Et pour répondre à la question de Mohamed, l'histoire permet aussi cela, d'apporter de la nuance, de tout simplement de montrer que l'histoire, c'est une variété de gris. Il n'y a pas du blanc ou du noir d'un côté. Et donc, on se rend compte que dans les périodes un peu de conflit, Charlemagne, carolingien, ne s'entend pas avec les Byzantins. Donc il va voir les ennemis des Byzantins qui sont les Abbassides. Les Omeyyades ne s'entendent pas, à Cordoue en Espagne, ne s'entendent pas avec Charlemagne, les Carolingiens. Ils vont voir les ennemis des Carolingiens, en l'occurrence les Byzantins. Et vous avez comme ça des diagonales, des alliances entre guillemets contre nature. Ouais. Pareil, l'alliance franco-ottomane. La France est menacée de disparaître, ou en tout cas d'être dissous dans le grand empire de Charles Quint. On disait que dans l'empire de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais, parce qu'il y avait les possessions un peu partout dans le monde. Et il y avait que la France qui résistait. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans l'identité française, c'est qu'on est des résistants. Pour le meilleur, parfois pour le pire, mais des fois aussi parfois pour le meilleur. Et là, ça a sauvé en fait l'Europe. Mais il n'avait pas les moyens de se défendre tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait notre ami François Ier dans sa prison, emprisonné par Charles Quint, avec sa maman, il décide d'écrire à Soleiman le Magnifique. Qui lui-même est bien content de trouver, de laisser un petit caillou dans la godasse de Charles Quint, son ennemi. Donc la politique, la géopolitique, l'élément religieux, on se rend compte qu'il n'est pas forcément prioritaire, qu'il arrive toujours comme un vernis, il est toujours en deuxième position. Mais la première position, c'est quoi? C'est la réelle politique. La première période dont on a parlé avec Charlemagne, sans doute, peut-être pendant la période du Moyen-Âge, l'élément religieux, il est important. Mais on verra que même dans les croisades, alors que l'élément religieux il est important, on fait les croisades du 11e au 13e siècle. C'est la période la plus intéressante d'échanges civilisationnels. On n'a jamais autant traduit des ouvrages grecs qui sont passés par le moule arabe en langue latine, et avec des traducteurs de confession juive, une vraie convivencia. C'est ça la civilisation. Et en revenant sur cette histoire-là, on revient sur des choses en fait beaucoup plus subtiles, beaucoup plus nuancées que les oppositions qu'on a envie de faire encore aujourd'hui, encore dans l'université, où finalement le monde musulman, si vous écoutez Rémi Brague, n'a quasiment rien apporté. Ou alors finalement sont été que des pâles copieurs de ce que les Grecs ont fait. Non, quand on traduit, on s'approprie. Et en même temps, il y a eu pendant plusieurs siècles des travaux en sciences et en philosophie de manière extraordinaire. Si vous prenez Ibn Rushd, Averroès, qu'on adore ici, la conciliation qu'il tente de faire entre la religion, entre la foi et la raison. Vous pouvez pas savoir à quel point elle apaise dans le monde occidental, où on séparait la foi et la raison. De la même manière que les travaux d'Ibn Sina, les travaux expérimentaux, son ouvrage, le Canon d'Avicenne, il reste un ouvrage majeur en France pour tout étudiant de médecine jusqu'au XVIIe siècle. C'est pas un hasard. Et donc on voit que, et tout ça, ces traductions se passent pendant les croisades. Donc il faut vraiment faire attention, et c'est aussi le sens, l'un des objectifs de cet ouvrage, c'est de montrer en fait finalement la nuance d'histoire. Parfois il y a des moments où, même pendant la colonisation, il y a énormément d'échanges pendant la colonisation, alors que il y a un drame, il y a une faillite morale de l'Occident par rapport à ses possessions musulmanes. Mais il y a énormément de choses qui se passent et d'échanges qu'il y a à ce moment-là. Ouais. On a développé l'islamologie, l'orientalisme ne s'est jamais autant développé que du temps du colonialisme.
Donc c'est la connaissance de l'autre, elle se fait au moment où on le domine le plus. Et c'est ça en fait c'est ce que j'ai voulu vraiment transmettre au public, c'est voilà que l'histoire nous permet effectivement de nous détendre et de dire attends, c'est beaucoup plus complexe que ce que les idéologies actuelles, parce que même si on fait de l'histoire, on répond quand même à des thématiques aujourd'hui. Bien sûr. Clairement. Bien sûr. Là aujourd'hui, des identitaires en France n'aiment pas lire ce genre d'ouvrage. Mais bien sûr. Mais les identitaires aussi musulmans n'aiment pas lire cet ouvrage-là. Bien sûr. Parce que pour eux, on est dans une terre qui n'est pas musulmane et il faudrait faire la hijra, il faudrait partir. Mais là, ce livre-là, il donne une profondeur à un ancrage. Et donc, il vient aussi casser ce roman idéologique de certains courants dans l'islam. Alors, il y a un autre personnage aussi que j'ai découvert dans ton livre, c'est Ibn Shatar. Ibn Shatar qui avait à son époque déjà jeté les bases de l'héliocentrisme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'héliocentrisme c'est la théorie de Copernic qui disait que le soleil était au centre de l'univers, centre de notre univers à nous et que la Terre tournait autour. Bon, grosso modo. Mais c'est quand même Ibn Shatar qui a posé les bases il y a 200 ans avant ou 150 ans. L'école de Marara. Voilà, tu vois, c'est du côté de l'Iran actuel, voilà, où vous avez des observatoires extraordinaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez les schémas d'Ibn Shatir et quand vous regardez les schémas de Copernic, sont les mêmes. Bien sûr. Ouais, c'est pas Pour reconnaître que Copernic va plus loin, mais c'est comme tout travaux scientifique, ils sont forcément dépassables, révisables, c'est normal. Mais et c'est là où je dis vraiment 1492 et la modernité vient aussi est un tournant aussi dans l'histoire de France et de l'Europe, c'est que pour la première fois toutes les civilisations n'avaient aucun souci sur le plan de l'ego civilisationnel à reconnaître les apports des autres civilisations. Là, on a une rupture à ce moment-là. Et la modernité apporte une rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, tout est dépassable et seul aujourd'hui compte. Et donc, vous avez un certain, et ça c'est un travail historique monumental à faire, et c'est pas une seule personne qui doit faire ça, mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses, même parfois chez quelqu'un comme chez un certain nombre de scientifiques, des humanistes, il y a des reprises, mais malheureusement la modernité fait que ces gens-là ne citent plus leurs sources. Alors que vous prenez quelqu'un comme vous prenez comme quelqu'un comme Al-Kindi ou comme Al-Farabi. Al-Farabi disait mes deux chers. Quand on lui disait mais c'est qui tes deux chers, il disait mais il parlait d'Aristote. Socrate. Oui, bien sûr. Ils n'avaient aucun problème à assumer que Plotin a permis une transmission de la philosophie en terre d'islam. Et c'est vrai que les musulmans n'ont jamais eu aucun souci à le faire. Et toutes les autres civilisations n'ont jamais eu aucun problème à le faire. 1492, la modernité, c'est une rupture. On ne reconnaît pas ce qui a fait avant. Et en fait, finalement, on extrapole notre rapport à un Moyen-Âge religieux, supposé ténébreux, à toutes les autres civilisations. Et là, c'est une injustice. Parce que si Moyen-Âge il y a eu, et si on le regarde avec condescendance, on peut pas dire la même chose de cette civilisation florissante qui était la civilisation musulmane. Alors, en 1095, Urbain II appelle à la croisade, à la première croisade. Mais ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, enfin, certains le disent, mais à voix basse, c'est qu'il y a des problèmes politiques. Et donc, comme tout souverain qui est en galère, comme dirait l'autre, a besoin de créer des diversion. Et donc là, la diversion, c'était appeler à la croisade pour justement aller délivrer le tombeau. Politique et économique, les deux. Voilà. Parce que ça et va donc, il y a souvent eu plusieurs croisades comme ça. Et à un moment donné, on s'est même retrouvé avec deux papes. En même temps, ce qui était une hérésie peut-être, mais bon, voilà, ça a quand même eu lieu. On va quitter la période médiévale qui est passionnante, hein, mesdames et messieurs. Je vous renvoie vraiment à l'ouvrage intitulé Les musulmans dans l'histoire de France. C'est un ouvrage qui est sorti hier, je vous le recommande vraiment. Allez vite vous le procurer. Il est aux éditions AFPI, voilà. On va aller à la période contemporaine. Je vais sauter aussi la période moderne parce que ça avance très vite, il est déjà 40. La période contemporaine, elle va de 1798 à 1905. Et là, dans ton livre, tu abordes le code de l'indigénat, qui ô combien a meurtri des populations. Oui, le code de l'indigénat, il y a... alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1830, et les musulmans et les juifs sont considérés comme des indigènes. Et donc, il y a un statut, on est des sujets coloniaux, mais il y a une discrimination quant à la citoyenneté. Et il va y avoir... là où ça va véritablement poser problème, ce code de l'indigénat, c'est
c'est à partir de 1871 avec le décret Crémieux. Et à ce moment-là, les Juifs ont la possibilité d'être des citoyens. Ils deviennent des citoyens. Et c'est quelque chose qui n'est pas autorisé pour les musulmans. Ça l'est, mais par contre, c'est un parcours du combattant. Et pire encore, c'est-à-dire que si vous devenez français, il faut à un moment donné, par rapport à votre religion, quitter votre religion. En tout cas, ne plus accepter d'être jugé par rapport aux lois religieuses sur les questions de mariage et d'héritage, ce qui est une hérésie pour les musulmans. Donc, les musulmans s'abstiennent de devenir citoyens français. Mais oui, ce code de l'indigénat, bien évidemment. Il marque le côté vraiment obscur, terrible, terrifiant de la colonisation. Et ce code de l'indigénat, il va même un petit peu plus loin parce que c'est pas uniquement des règles contre des sujets coloniaux musulmans. C'est aussi finalement des outils, des dispositifs juridiques réglementaires pour essayer de contrer toute forme de solidarité entre différentes tribus musulmanes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours eu en France, et même encore aujourd'hui, une approche très sécuritaire de l'islam. C'est-à-dire que dès la colonisation, on a toujours eu peur. Et déjà, dès l'émir Abdelkader, on a déjà peur en France de la capacité mobilisatrice de l'islam. Vous avez des tribus très différentes, qui parfois n'ont pas grand-chose en commun. Tribus arabes, tribus berbères, tribus des plaines, tribus des montagnes, etc., etc. Et on voit d'ailleurs toute la difficulté de l'émir Abdelkader de fédérer ces tribus-là. Mais avec l'islam, ça passe davantage. Et on a peur, en vérité, de l'islam. Et c'est plus que le code de l'indigénat. Il faut pas dissocier le code de l'indigénat de la politique musulmane française en terre d'islam, dans ces colonies musulmanes. Et là, il y aurait des dispositifs, des approches sécuritaires. Aujourd'hui, il y a encore des traces, hein. Il y a pas si longtemps, en 2017, François Fillon se présente aux élections présidentielles. Dans son programme, il parle d'une gestion administrative de l'islam de France. La gestion administrative de l'islam de France, c'est la Deuxième République. Édouard Philippe le propose aussi. Édouard Philippe le propose récemment. Mais c'est pour ça que moi je conseille vraiment, en tant que professeur, en tant que musulman, en tant que Français, de lire ce livre. Parce que le focus qui est fait sur l'Algérie, puisque c'est un point historique déterminant de ce qu'on vit nous actuellement, c'est important. C'est-à-dire que les gens, il y a plein de gens qui comprennent pas en fait ce que les musulmans y vivent parce que on regarde les choses avec le microscope. Quand on regarde la multitude de règles de fonctionnement, de volonté d'organiser, de mater en fait les populations à travers l'histoire, en fait, on comprendra mieux pourquoi il y a des hommes politiques aujourd'hui qui, en fait, ils veulent reproduire la même chose parce que ces hommes politiques, en fait, les idées, ils les ont pas eux-mêmes, en fait. C'est pas, ils ont des conseillers, et souvent, ces conseillers sont des gens, des orientalistes, pour les plus directement liés à l'histoire et à l'idéologie. Et donc, quand on leur soumet des règles ou des lois ou des idées de ce genre-là, en fait, il y a déjà, en fait, dans l'histoire, les prémices de ces choses-là. Enfin, plus que des prémices, puisque ça a été appliqué. Et donc là, nous, aujourd'hui, que ce soit l'histoire du voile à l'école, que ce soit, parce qu'en fait, c'est vraiment, ce livre, il permet d'éclaircir énormément de choses. Par exemple, moi, j'étais frappé en lisant le livre. Les gens ont oublié, on parlait un petit peu aussi de la mémoire de poisson rouge qu'on veut nous inculquer à travers les réseaux sociaux avec des vidéos de quelques secondes, avec une intensité émotionnelle. Les gens ont oublié les 5000, 6000 perquisitions de musulmans dans un État moderne comme la France, dans un État démocratique, où il y a eu très peu de gens non musulmans qui ont pris fait et cause en faveur des musulmans. Et après, qu'est-ce que ça a donné au niveau des enquêtes? Rien, au final, rien. Et ça, on peut pas comprendre ce déferlement, ce déchaînement, si on remonte pas l'histoire, et avec cette peur là justement de ce que tu viens de nous décrire, ils ont peur que ça s'embrase à chaque instant. On a l'impression de vivre dans une menace perpétuelle. On le voit, des Vigipirates, Écarlates, etc. En fait, la peur, elle est là, alors que il y a une colonisation, on sait comment les gens y sont, on les a étudiés au microscope. Et ça, c'est vraiment malheureux et dommage. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est le mot peur. La peur, il a fallu décrire et dépeindre des populations sauvages, barbares, pour qu'en France et dans les autres pays européens, on justifie intellectuellement le fait d'asservir d'autres populations.
Et on est passé par la dimension civilisation. Nous sommes les civilisés. En face, nous allons chez les barbares et nous allons les coloniser. Nous allons les civiliser à travers notre colonisation. Et ils vont pouvoir accéder à la civilisation grâce à nous. Mais pour y aller, il a fallu greffer dans cette propagande un certain nombre de lieux communs, de préjugés sur l'islam, sur les musulmans. L'islam est une religion intolérante. Les musulmans peuvent être facilement des fanatiques. Et donc tout ça, quand vous dites ça au peuple français, le peuple français, il vous suit en 1830 quand vous allez quand vous allez en Algérie. Bien sûr qu'ils vous suivent. L'opinion publique majoritairement vous suit. Et donc on voit que ces préjugés, ils ont une utilité politique. Le problème, c'est qu'on ne les déconstruit jamais. Et que même encore aujourd'hui, on est à bientôt on va bientôt commémorer le bicentenaire. On n'est même pas capable. On commence un peu à s'interroger sur la période coloniale et on commence à lui donner un petit peu l'importance qu'elle mérite. Et c'est encore timide et on voit qu'on a encore du mal. Je vois certains sénateurs qui disent que oui, mais il y a quand même des belles choses. On a construit des routes, mais les routes, on n'y a pas été par philanthropie. C'est parce qu'on va là-bas, on occupe des terres, on domine, on prélève l'impôt et c'est avec cet impôt qu'on fait des routes pour favoriser un commerce qui est le leur. Et c'est pas eux qui ont construit les routes. Exactement. C'est pas les sénateurs, c'est pas leurs enfants qui ont construit, leurs parents qui ont construit les routes. Et donc aujourd'hui, pour certaines personnes, alors qu'on est dans une société où on n'a pas interrogé tous ces préjugés de supériorité, on est à bientôt 200 ans. Voir des gens qui sont des descendants de colonisés, à qui on imposait le code de l'indigénat, une politique musulmane. Tout d'un coup, on voit leurs enfants prêcher l'indépendance nationale et obtenir l'indépendance des anciennes colonies. On voit leurs petits-enfants venir en France. Et on voit leurs arrière-petits-fils comme nous qui osons prendre la France et qui osons questionner l'histoire de France. Pour certaines personnes, ça va trop vite. On n'a pas questionné le préjugé et on voit une visibilité. Parler du voile tout à l'heure, 1958, on a fait une cérémonie de dévoilement de femmes musulmanes. Et aujourd'hui, on voit dans cette obsession du voile qui va même jusqu'au sport, qui isole notre pays et qui ringardise notre pays aux yeux du monde, alors que dans quelques mois, on va accueillir les Jeux Olympiques. On voit qu'il y a cette obsession par rapport au voile. Et en vérité, au-delà du voile, c'est quoi? C'est cette visibilité. Le fait aujourd'hui que des musulmans soient citoyens, visibles, soient autonomes intellectuellement, financièrement, socialement, culturellement, qu'ils puissent également revisiter ce que c'est qu'être français, avec différents rameaux qui viennent finalement nourrir cet arbre, c'est difficile pour certaines personnes qui sont encore nostalgiques de la période de Napoléon, d'une certaine idée de la grandeur de la France. Mais à tous ces gens-là, il faut leur dire, n'ayez pas peur. Oui, c'est ça, c'est la peur. N'ayez pas peur. Nous sommes dans une société aujourd'hui, en tant que Français musulmans, dans une société qui a mis Dieu de côté. Et aujourd'hui, les musulmans, qu'ils le veuillent ou non, et ça c'est un motif de fierté quand même, et ça il faut vraiment le rappeler, qui sont dans un monde moderne, consumériste, américanisé à outrance, qui sont en train de dire au moment où les gens consomment des Uber Eats, en veux-tu en voilà, 3-4 sandwichs tous les soirs avec tous les problèmes sur le plan de la santé, sont capables une fois dans l'année de faire le jeûne. C'est exceptionnel. Dans un monde qui va de plus en plus vite, de s'arrêter 5 fois par jour, c'est exceptionnel. Donc je veux dire à tous ceux qui aiment la France qu'aujourd'hui on a besoin de ça, parce que les musulmans permettent aussi aux Français, à la France, de se reconnecter avec son passé chrétien. Et ça, encore une fois, ça c'est un autre rapport qui est important, et ça c'est notre rapport aujourd'hui, nous les musulmans d'aujourd'hui. On va s'arrêter pour de la pub et on revient juste derrière. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous pouvez le trouver également un petit peu partout chez les bons disquaires, comme dirait l'autre. Tu te rappelles de la formule? Les bons disquaires, les bonnes bibliothèques. Et puis évidemment, vous pouvez le commander aussi sur Internet. Et Jamel, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure cette émission. J'aimerais... nous sommes toujours dans la période contemporaine qui fait partie, qui est donc un chapitre de ton livre. On parlait de la peur que peut susciter l'islam, et c'est dommage, hein, mais c'est peut-être aussi un problème de compréhension. Peut-être que les gens n'ont pas accès à l'information pour pouvoir apprécier un petit peu les contours de cette religion. Et j'aimerais
soulever la question, les éléments que tu donnes à propos d'hommes politiques de l'époque, du siècle des Lumières par exemple, qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils s'y sont intéressés, ils y ont trouvé des choses qui correspondaient à leurs attentes. Parmi eux, Ismaël Urbain, conseiller de Napoléon III, Isabelle Eberhardt, Amélie Picard, Philippe Grenier, etc., etc. À cette époque-là, le retentissement était plus grand qu'aujourd'hui à notre époque. En tout cas, si on parle d'Ismaël Urbain ou si on parle du docteur Grenier, Ismaël Urbain, c'est le conseiller de Napoléon III. Ouais. Il est très important, il est saint-simonien, il est musulman, et c'est quelqu'un qui va être un peu l'instigateur de ce royaume arabe que voudra promouvoir Napoléon III. Ensuite, on a le député Philippe Grenier, il fait campagne en tant que Français musulman. Et dit-on, aurait-il fait ses ablutions dans la Seine et sa prière au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça gênait du monde à l'époque ou pas ? Alors c'était surprenant à cette époque-là, mais sans doute y avait-il une ouverture un peu plus grande, parce qu'effectivement on n'est pas dans, il n'y a pas autant de musulmans qu'aujourd'hui. D'accord. La grande mosquée de Paris n'est pas encore construite. Ouais, ça restait exotique. Exactement. Et puis ça fait partie de l'empire colonial. Finalement, ça le justifie d'avoir aussi des musulmans sur le territoire français. Les conversions si elles gênent, c'est plutôt aujourd'hui. Oui. Parce que finalement, malgré toutes les attaques de l'islam, des musulmans au quotidien, par des télés, par des radios, il n'y a pas besoin de les citer, mais tout le monde, aussi. Des polémistes qui font même campagne sur des thèmes islamophobes. Et qui quelque part vivent grâce à l'islam. C'est l'islam, ça arrange tout le monde. Exactement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'apport de... C'est ça. Et donc c'est des gens qui vont aujourd'hui investir dans une histoire de France complètement fantasmée sur la bataille de Poitiers, sur la théorie du grand remplacement, etc., etc. Et donc aujourd'hui, malgré tout ce qui se dit, malgré les discriminations des musulmans dans les loisirs, dans le sport, qui touchent très souvent 3/4 du temps les femmes qui ne sont absolument pas soutenues ou quasiment pas par les féministes. Au moment où de MeToo et au moment où on essaye de libérer la parole de la femme, et à juste titre, la femme musulmane semble être un peu exclue les Jeux Olympiques par exemple. Les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, malgré tout ça, il y a énormément de gens qui se convertissent à l'islam. Et aujourd'hui, la religion musulmane, elle rayonne, qu'on le veuille ou non, malgré ses difficultés, malgré que quand vous êtes à l'intérieur des communautés musulmanes, les musulmans sont pas contents de la communauté musulmane. Ils aimeraient la voir plus forte, plus rayonnante, qui se protège davantage pour qu'on préserve sa dignité. Et elle aimerait du coup parler un peu plus de religion. Aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont catholiques qui me disent mais heureusement que vous êtes là parce qu'on peut parler de Dieu. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays fille aînée de l'Église où on a nos concitoyens chrétiens qui peuvent avoir des difficultés à parler de la religion. Et je trouve que la présence des musulmans permet d'apporter de la verticalité. Alors, sortir de ce monde. Et je trouve que c'est extrêmement important comme apport. Moi je me suis toujours posé des questions en tant qu'intellectuel musulman, dans des conférences au sein de la communauté musulmane, où je disais, mais c'est quand même assez fou. Là, on fait 13 siècles d'histoire. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits entre le monde occidental, européen, le monde musulman. Et pour la première fois dans l'histoire de ces deux civilisations, vous avez la venue de millions de personnes et qui se fait de manière pacifique. Et qui bouleverse en vérité intellectuellement, spirituellement les deux sociétés. Et donc aujourd'hui, les musulmans devraient se poser la question qui me semble fondamentale, c'est aujourd'hui pourquoi Dieu a amené les musulmans ici en France ? Quel est leur rapport en fait ? Pour quelles raisons les a-t-il amenés et quelle doit être leur vocation ? Là, je me fais Malek Benabi. Et c'est important. Quelle est la vocation de l'islam et des musulmans en France ? Et c'est en répondant à cette question, en faisant de l'histoire, qu'on retrouve de l'autonomie intellectuelle, qu'on ne répond plus aux polémiques et qu'on peut enfin dépolluer de toutes ces polémiques, être dans un témoignage spirituel, religieux, citoyen envers la France, qui est notre pays. Merci beaucoup Jamal Hamri, auteur du livre Les musulmans
dans l'histoire de France, qui est sorti hier aux éditions AFPI, que vous pouvez vous procurer un petit peu partout dans les bonnes bibliothèques, mais également sur Internet. Voilà, merci. Merci pour votre invitation. Merci également à Mohamed. Merci à vous tous. Mohamed. Et merci, à très bientôt. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 20h, 21h, dans la joie et la bonne humeur. Dans cette émission, il y a des soirs comme ça.